Bonjour, bienvenue sur Cycle GP pour une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au premier numéro hors série, donc pas vraiment le premier numéro de la série Trajectorisée. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous consacrer non pas un numéro lié à un pilote, mais lié à un ingénieur, Mauro Forgieri. Mauro Forgieri, sa dernière aventure en Formule 1. Donc, ceux qui connaissent pas, Mauro Forgieri, qui nous a donc quitté le 2 novembre, le jour d'anniversaire de Alan Jones, pilote qu'il avait refusé chez Ferrari. Forgieri, c'était chez Ferrari le numéro 2, littéralement. Avec Piccinini, le monégasque, c'était le numéro 2. C'était aurait été un triumvirat chez Ferrari. Donc vous aviez Ferrari, le dieu, le génie, Forgieri, et l'intello, Piccinini. Forgieri était littéralement le fils d'un des plus proches ingénieurs de Enzo Ferrari. Mauro Forgieri intègre Ferrari comme stagiaire en 1953, à l'âge de 18 ans, pour la quitter seulement en 1987, à l'âge de 52 ans, soit près de 35 ans. Maintenant, on va revenir sur le contexte. Je vais revenir donc déjà sur le contexte de la naissance et sur l'enfance un peu de Forgieri, sur sa carrière chez Ferrari, mais de manière très succincte, avant d'arriver chez Lamborghini. Lamborghini, c'est l'opposé de Ferrari en termes d'origine. Ferrari, c'est une marque déjà, dès sa naissance, qui est très snobinarde. Ferrari, c'est quelqu'un qui s'est construit longuement, mais qui était quand même d'une origine pas si modeste que ça, qui était de fils d'agriculteur, mais certes riche. Contrairement à Lamborghini, qui lui est vraiment issu de la petite terre, des laboureurs, mais qui est un élève très brillant. Lamborghini, justement, a ce point commun avec Forgieri, et ce sont aussi peut-être pour ça que Forgieri sera recruté, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant à l'école, qui va devenir très rapidement très riche. Très riche par des tracteurs, parce que c'est des tracteurs qui sont de très bonne qualité, ce qui lui permet, en 1963, de créer une marque de voiture de sport, donc Lamborghini Automobili, qui va très savamment concurrencer Ferrari. En fait, Lamborghini, ça avait été créé, et là je vous l'expliquerai plus tard, pour concurrencer frontalement Ferrari. Puisque Ferruccio Lamborghini détestait cordialement Enzo Ferrari, qu'il accusait de lui avoir vendu de la camelote lorsqu'il l'a acheté, voire de voiture lui volontairement sabotée, pour faire des voitures plus belles que les Ferrari, tout simplement. Mauro Forgieri, donc lui, il intervient là-dedans en 1987, lorsque, viré de chez Ferrari, il cherche un point de chute, avec Daniele Dotto également, et divers anciens mécaniciens de chez Ferrari, comme ça avait toujours été d'ailleurs l'habitude chez Lamborghini, puisque Lamborghini avait cette grande habitude dès ses débuts, puisque dès ses débuts, il recrute Giotto Bizzarini, qui est désormais le dernier ingénieur à avoir bossé chez Ferrari dans les années 50, toujours en vie, puisqu'il a 86 ans, et Gianpaolo Dallara, également un produit Ferrari, dès ses débuts. Il les pique. Et donc, dès ses débuts, Lamborghini va avoir cette marque de belles bagnoles qui roule vite. Lamborghini, en fait, va souffrir de mauvaise gestion. Ce sont des belles voitures, mais en fait, la marque est très mal gérée après le départ de Lamborghini dans les années 70. Si bien qu'en 1987, après des années d'errance, elle est rachetée par Chrysler, qui décide d'en faire une marque sportive également avec la Diablo. Mauro Forgieri devient le directeur de la compétition chez eux, après avoir été viré de chez Ferrari. Maintenant, donc, on va revenir sur la vie de Mauro. Mauro Forgieri, lui, né le 13 janvier 1935, près de Modène. La ville à laquelle il sera viscéralement attaché, à tel point qu'avec son ami Patoluccio, il donnera le nom de son équipe en fin de carrière. C'est un pur produit Ferrari, puisque son papa Reclus, comme je vous expliquais, était un mécanicien tourneur à cette époque. C'était quelqu'un qui venait de revenir en Italie, puisque son grand-père avait émigré en France peu avant sa naissance, en raison de ses oppositions à la royauté et à Mussolini ensuite. Reclus, c'est quelqu'un qui sera déjà brillant, comme son fils. Il est tourneur, mécanicien, et il rencontre à ce moment-là Enzo Ferrari, qui a un petit atelier de mécanique, et notamment il travaille pour Alfa Romeo. Tous les deux, ils ont la même passion pour la mécanique. Enzo l'engage comme mécano, puis finalement, Reclus va monter et va devenir un de ses ingénieurs clés chez Ferrari, notamment pour tout ce qui est voitures de course, mais également pour les voitures de tous les jours. Mauro est un brillant étudiant, élève puis étudiant, si bien qu'en 1953, son papa le fait rentrer chez Ferrari comme stagiaire. C'est le début de près de 40 ans
chez Ferrari, en tant que d'abord stagiaire, apprenti donc ingénieur. Il fait des études à Bologne qui sont suffisamment brillantes pour attirer l'attention des Américains, notamment au niveau aéronautique, pour proposer un contrat à Mauro. Mais son papa, donc Recleux, fait pression sur Enzo pour qu'il l'engage, donc finalement, c'est chose faite en 1958, où il intègre le département de compétition de Ferrari, et il va être régulièrement engagé chez Ferrari. Puis ensuite, en 1961, comme vous le savez, il y a ce qu'on nomme donc la révolte des ingénieurs, puisque Giotto Bizzarini, Carlo Citti, Tavoni donc se révoltent contre le chef. Ils sont donc virés sur le champ, notamment l'incompétent Carlo Citti, parce que Carlo Citti c'est tout un numéro, c'est un incompétent de base, sur lequel justement, certes, c'était un motoriste doué, mais c'était un véritable incompétent, incapable de gérer les hommes. Ils iront créer ATS avec le comte Volpi, écurie qui sera un véritable four monumental et qui enterrera Phil Hill, champion du monde en 1961. Citti ensuite ira chez Alfa Romeo, où il fera même désastre, pour finir sa carrière chez Motor Moderni et le Flat Subaru, qui sera un désastre absolu. Tout jeune, Mauro Forgieri, 27 ans. Durant près de 30 ans, Mauro Forgieri, ça va vraiment être l'ingénieur clé et de base de chez Ferrari. Autant il va nous concevoir, par exemple, la Ferrari C de type C, Competizione, dans les années 70, qui dominera la Formule 1 entre 74 et 77, puis en 79 avec la voiture à effet de sol qui dominera le championnat en signant un doublé avec Villeneuve et Scheckter, mais également l'année suivante un four monumental avec son évolution qui sera un four monumental puisque Ferrari réalisera sa pire saison en 80, ce qui fragilisera sa position. Entre temps, il aura quand même conçu également des prototypes qui auront été joués la victoire au Mans, qui auront même gagné au Mans, face à Ford, puisque il faut se rappeler quand même qu'à la fin des années 60, Ford est tout près de racheter Ferrari. Ferrari, en fait, il se révolte face à Ford et il se vend à Agnelli. Forgieri étant dedans. Forgieri aidant également de son côté pour justement que cette union se fasse, parce que c'est quelqu'un qui est un patriote viscéral, un peu comme Ferrari, qui se retrouve très bien. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comme ça, donc c'est que Ferrari et Forgieri, Ferrari considérait Forgieri comme un de ses fils. Si bien que finalement, la séparation se faisant progressivement, puisqu'en fait, il est un peu placardisé peu à peu par l'arrivée de Puffelwolf et de Kuppelwolf, puis de Barnard. Barnard finissant de le dégager de chez Ferrari avec Rayton également, donc en 87, puisque donc en 87, il est dégagé de chez Ferrari après avoir été réduit à des postes de consultant pour la autoproduction. Finalement, il accepte donc en 1987 l'offre de Lamborghini qui décide, via Chrysler, son repreneur, de se lancer en Formule 1, pour le moment avec un nouveau moteur, un V12, comme Ferrari, sur lequel Mauro Forgieri est un des experts. Chrysler donc décide de se lancer en Formule 1 afin de faire concurrence frontale à son ami mortel, Ford. Chrysler d'ailleurs, qui contrairement à Ford, a dû être fort lié en Europe, puisque Chrysler est déjà en partie lié à Fiat. Puisque Chrysler commercialise des modèles Fiat aux États-Unis. Fiat, maison mère de Ferrari. Attends, vous voyez les liens. Forgieri, homme Ford Ferrari. Odetto, homme Ford Ferrari Novaro, également passé par Ferrari, qui rejoint Lamborghini, afin d'y mener un programme moteur. Maintenant, il reste à trouver une écurie. Le projet en fait est mis en marche dès 87 sur le papier. Il va être construit durant la saison 87-88. Entre temps, Forgieri se charge de tout parce que Forgieri dessine le moteur, dessine les pièces. Odetto se charge de trouver une écurie avec Novaro, se charge de trouver une écurie. Ce sera donc l'écurie de Larousse qui est trouvée via l'entremise de Didier Pironi qui peu de temps avant sa mort en fait devait revenir chez Larousse, où il est ami donc personnel avec Didier Camels, l'associé de Gérard Larousse. Ici donc un moteur, le moteur Lamborghini, qui avait été trouvé via ses relations dans le milieu du offshore, donc c'est-à-dire les bateaux offshore, puisque Lamborghini motorisait le Colibri. Voilà, donc vous comprenez tout maintenant, effectivement, l'entremise. Larousse donc trouve un beau moteur ici, mais premier doute de Chrysler, non pas de Forgieri. Forgieri connaissant suffisamment Gérard Larousse, il sait que c'est quelqu'un qui est très sérieux. Puisqu'ils se sont fréquentés, ils savent que c'est que. Et surtout Didier Pironi. Didier Pironi est un véritable ami pour Mauro Forgieri. Donc, il connaît Didier, il sait que ce sera quelqu'un qui va vraiment l'aider à mettre au point. Il connaît aussi Philippe Alliot, qui est un pilote très bien réputé dans ce milieu de la Formule 1. Très très bien réputé, notamment comme excellent metteur au point, Philippe Alliot.
qui sera là effectivement et qui d'ailleurs sera avec Alboreto une cheville ouvrière pour arriver au résultat justement dont on va parler plus tard, qui est l'écurie Lamborghini, puisque Larousse ne sera ni plus ni moins qu'au final un vulgaire banc d'essai pour Chrysler. Certes, Chrysler a mis une très grosse liberté à Forgieri. Forgieri à peu près seul maître à bord avec Odetto et Novaro, et une bande de jeunes mécanos, puisqu'en fait ils ont formé en même temps une bande de jeunes mécanos, parce que le but donc de Lamborghini, ça serait de créer une écurie plus ou moins à terme. Mais pour le moment, Chrysler souhaite avoir une écurie afin de tester ce moteur, d'apprendre de la Formule 1, pour ensuite donc créer sa propre écurie à l'échéance 90-91. 188, le moteur, on va construire le moteur, on va faire tourner le moteur sur le banc d'essai à partir à peu près du mois d'avril-mars 88 à peu près. Tout ça se poursuit, mais il faudrait trouver une écurie plus sérieuse que la Rousse, puisque la Rousse c'est quand même une petite écurie qui manque vraiment de moyens, qui n'a qu'une seule voiture, voire deux voitures engagées, mais une seule voiture régulièrement qualifiée, c'est de la Lio. Dalmas, c'est un peu le bac qui vide en gros. Et donc on trouve ici l'écurie March. L'écurie March avec un puissant sponsor, Leyton House, un patron très sérieux, Cesare Garibaldi, le patron du General Racing, une équipe extrêmement bien réputée dans le milieu de la Formule 3000 et des formules de promotion qui a repris donc l'activité Formule 1 de March. Garibaldi voudra un beau moteur, le moteur Lamborghini étant lui-même italien, pour faire une écurie italienne avec Capelli également dans cette équipe. Tout va mal se passer du côté March puisque Garibaldi se tue, Akagi reprend et Akagi lui il veut pas entendre parler de Lamborghini, il préférait aller se faire motoriser par Mercedes, par un gros constructeur, pour faire que March devienne une écurie de constructeurs. Ça se fera jamais, si ça se fera via Ilmore, mais en fait ça sera un four total. Donc ici reste l'écurie Larousse. L'écurie Larousse c'est un peu vraiment un poids pour Lamborghini puisque c'est une écurie qui a pas vraiment de moyens comme je l'explique. D'où le fait que Chrysler va imposer Unisys, une firme américaine, proche de Chrysler, qui apportera une garantie financière. Mais à côté de ça, on a également le recrutement de Gérard Ducarouge, ancien de chez Lotus, qui apporte du sérieux au sein de cette équipe, qui songe vraiment à devenir une seconde écurie française derrière Ligier, mais une écurie privée, pas comme Ligier. En septembre 1988 démarre enfin finalement à Misano, puis à Dijon-Prenois, le moteur devant la presse, devant tout le monde, on va procéder à de divers essais durant l'hiver pour essayer d'avoir un moteur relativement au point en début de saison. Ce problème de ce moteur, en fait, l'électronique. On est passé de Manetti Marelli à Bosch. Donc l'électronique va poser souci. Le moteur, certes, est pas mal né, il est puissant. Ils sont satisfaits, comme il explique dans l'ouvrage Grand Prix 89 aux éditions ACLA, qui était l'annuel de l'écurie Larousse publié entre 87 et 90. Ils expliquent qu'ils sont satisfaits de ce moteur, mais il y a un manque de moyens criant chez Larousse, justement. À partir de la mi-année, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'Alboreto est dégagé chez Tyrrell à cause d'un conflit de sponsors. Ici, on en profite, on récupère Alboreto. Alboreto va apporter avec lui son expérience afin de faire progresser. Et le moteur, effectivement, va vraiment progresser. Il va vraiment progresser, il va se fiabiliser, mais là, en interne, chez Chrysler, on grince des dents. Ils ont toujours pas d'argent, ils ont des factures à payer. Forgieri, c'est Forgieri. Forgieri, il a commencé, il est ingérable comme gars. C'est pour ça qu'on l'appelle Foria. C'est un gars qui est ingérable. C'est quand il a une idée, il a une idée. Il va à fond, même si ses patrons disent le contraire. En interne, ça commence quand même à créer des dissensions. On va devoir trouver une seconde écurie. Écurie sera Lotus. Mais également, un autre projet. Un projet qui est parallèle et qui semble, on va dire, assez particulier. Mauro Forgieri est contacté à mi-89 par un Mexicain, Gonzalo Luna. Fernando González Luna, donc c'est quelqu'un de nébuleux. On ne sait pas vraiment d'où il vient, on ne sait pas grand chose de lui, encore à l'heure actuelle. Seulement, c'est quelqu'un qui est proche de Carlos Salinas, le président à ce moment-là du Mexique, également investi dans plusieurs affaires, puisqu'il sera l'origine de plusieurs privatisations dans ce pays. C'est un associé donc de Salinas, mais également des frères Abed. Les frères Abed, promoteurs du circuit de Mexico, proches de Bernie Ecclestone. Tous les ingrédients vont monter une écurie qui peut vraiment apporter normalement non seulement à ce pays, mais également au sport auto nord-américain qui alors un peu en fâche les clefs. Puisque les États-Unis sont sur le point de disparaître de la Formule 1, le Mexique c'est assez particulier, sport très populaire là-bas, mais pas si aux yeux que ça pour Bernie finalement. C'est maintenant de relancer tout ça. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est à ce point-là, en 1989, c'est que en fait, le Mexique avait raté de peu une place en F1 avec Cédric Garza 2 ans avant.
José Garza devait piloter chez Minardi, mais plusieurs de ses sponsors s'étaient retirés au dernier moment, on ne sait pas pourquoi. Donc, González Luna et ses associés, donc les frères Abed, mais également par exemple la famille Jourdain, Carlos Slim, tout jeune alors à ce moment-là, la famille Rojas, Garza lui-même, Rebacque, la Pemex, la Telmex, donc plusieurs grandes sociétés mexicaines, donc les Associados, les associés de González Luna, prennent leur contact avec Mauro Forgieri dans le but de construire une voiture. Donc Forgieri, justement, s'estime capable, comme l'explique Antoniozzi et Golci, tout jeune ingénieur à ce moment-là, qui travaillait avec Forgieri, on s'estime à ce moment-là, comme explique, capable de construire une voiture et le moteur. Mauro Forgieri, comme il l'explique, c'est quelqu'un de total. C'est quelqu'un de total. En fait, une agence d'un bureau d'études, en sport auto, ça fonctionne comme une agence d'archi. C'est quelqu'un qui est avec des collaborateurs. En fait, Forgieri, c'est un peu à l'ancienne, c'est quelqu'un qui fait tout lui-même, absolument tout, du petit bouton poussoir sur le volant jusqu'à la conception du moteur. La coque. Donc Forgieri, il va imaginer une voiture avec ses collaborateurs, sachant que l'écurie, comme explique Patrice Sabo, elle est construite sur deux parties. La partie mexicaine et la partie donc qui sera financière, représentant, pilote. Voilà, pilote, de toute façon, on veut mettre un pilote mexicain en vente de ses voitures. Et la partie italienne, la partie technique, qui construit la voiture, qui la conçoit, qui conçoit le moteur. Et en plus, Mauro Forgieri, il a cette idée. Mauro Forgieri, il veut construire un démonstrateur afin de mieux tester le moteur Lamborghini pour le faire progresser, mais également de prouver qu'il est capable aussi de construire une voiture. Démonstrateur qui s'appellera la 291, qui va donc être construite. Mauro Baldi, c'est sans doute le pilote idéal pour ce projet. Mauro Baldi, c'est un ancien pilote de chez Alfa, connu pour être un très bon moteur au point, avec un vrai palmarès en GT. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui est parfait avant qu'on puisse prendre aux Mexicains, parce qu'on va chercher donc des investisseurs, avant de présenter le projet à d'autres investisseurs qu'il faut investir dans ce projet, que ça sera un projet qui peut être très intéressant, d'autant qu'on a trouvé un pilote ici, Giovanni Aloy. Donc Giovanni Aloy, ce qu'il faut savoir, c'est que Giovanni Aloy, c'est le fils d'un des plus célèbres toreros et d'une famille issue de la tauromachie mexicaine, très connu en Amérique du Nord. Son papa, c'était une véritable légende. Il était connu jusqu'aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Espagne. C'est des gens qui sont d'origine italo-espagnole. Son frère est également un torero très connu. Lui, il est décidé de devenir pilote automobile à cette période. Il est d'ailleurs assez talentueux puisqu'il remporte les 1000 km de Mexico. Il fait plusieurs places en IMSA. Il est assez doué en Formule K et en Formule 3 américaine. Un peu comme le jeune Adrian Fernandez qui est également pressenti pour un peu plus tard dans le cadre du projet. Tout se passe bien. Vraiment, tout se passe bien. Tout se passe, franchement, comme explique Gocci, notamment, ou Edeto, on est enthousiaste. On pense vraiment que ce projet va aller au bout. Il va vraiment aller au bout. Les Mexicains sont vraiment enthousiastes. Les Mexicains, notamment Giovanni Aloy, commencent à pressentir pour venir pour essayer cette voiture. Et il est prévu qu'il vienne, qu'il essaie cette voiture, qu'on le forme pour qu'il puisse être doué, peut-être pas pour la 191, mais pour la 192 plutôt, qu'il soit optimum pour la Formule 1. Donc on l'emmène totalement en Formule 3000 pour le tester. Mais également à côté de ça, on poursuit les tests à hauteur avec Mauro Baldi. Mais aussi, on bétonne l'aspect financier, l'aspect ingénierie, puisqu'il faut former aussi les mécaniciens mexicains, puisque l'équipe sera en partie mexicaine pour les jeunes mécanos, donc il faut les former également. Gonzalo Luna lui promet 20 millions et paye ces 20 millions à Lamborghini, donc Chrysler, pour la voiture, pour l'équipe, jusque finalement à la mi-1990, où, alors que la voiture est construite, Mauro Baldi a commencé un peu à poncer le vernissage, tout d'un coup, Gonzalo Luna disparaît. On ne sait pas ce qui lui arrive, mais il disparaît. Ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est que Salinas, c'est un peu pareil. Salinas, ses frères sont assassinés également. On pense donc maintenant qu'en fait, El Chapo notamment, se serait senti trahi dans le cadre d'un marché de la drogue par González Luna et d'autres personnes qui étaient proches du pouvoir à cette époque. Et comme ils étaient proches du cartel et que le cartel a aidé financé en partie de ses campagnes, finalement, maintenant on le sait désormais depuis le procès, et ben en représailles, González Luna il serait passé, simplement. Donc González Luna disparaît, et là le projet tombe à l'eau à ce moment-là. Alors tout semble perdu. La monoplace donc, qui a été dessinée par Mario Tolentino, ancien designer de l'EV88 notamment, de Rebrun, des Alpha de 84-85, de la Dallara de 89, donc quelqu'un qui a de l'expérience, qui est un ancien élève
justement de Mauro Forgieri. Donc Mauro Forgieri recrute plusieurs anciens élèves également, donc Guerri, Gacci, Antoniazzi, Boletta, qui sera directement associé à Forgieri pour les calculs, puisqu'il va falloir reprendre cette voiture. On a une voiture, mais il faut la reprendre. Et au moment de l'annulation, en fait, c'était prévu. Donc il devait aller chez Max Sardou, le cousin de Michel, qui est un aérodynamicien très réputé. C'est quelqu'un simplement qui a conçu les rondeaux, entre autres, par exemple, et donc les voitures de genre rondeau, entre autres, qui a une soufflerie en région parisienne, qui la possède toujours à l'heure actuelle, et donc qui va aider l'équipe, puisqu'ils se connaissent via Larousse, ils se connaissent avec Mauro Forgieri, et donc Max Sardou va les aider à améliorer le design de la voiture par des essais en soufflerie, et donc il était prévu qu'au moment de départ, juste avant ce départ avorté au Mexique, l'équipe aille à Manicourt. Et c'est donc au moment de partir à Manicourt que finalement Mireia, le responsable logistique de Lamborghini Engineering, appelle en urgence Mauro Forgieri pour l'expliquer que donc González de Luna est injoignable, que les Mexicains ont rompu et sont partis avec l'argent, finalement. Les comptes sont vides, en fait, ce qui explique Patrice Ebro, en fait, donc il est parti avec l'argent, et donc là il se retrouve à sec. Il va falloir... Donc ici, là, on se retrouve dans une situation très très compliquée. Il devait partir, tout était prêt à partir, la voiture est prête, la voiture est dessinée, elle est construite, elle a mené des essais, le moteur est bon, le moteur est pas si mauvais que ça. En 1990, le moteur Lamborghini, il faut quand même vraiment faire un podium et des très belles prestations avec la voiture de chez Larousse, avec la Lola de Larousse, qui malheureusement sera prise dans un Lamborghini aussi. Voilà. Ce qui est d'ailleurs fracassé les ponts de Lamborghini, puisque Lamborghini doit faire un choix et Lamborghini décide de casser avec Larousse. La voiture est construite, le moteur est bon, mais il n'y a plus de capital. Il n'y a plus de capitaux, donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, il y a toute une partie de l'équipe qui serait pour arrêter, pour stopper les frais, pour aviser la voiture au musée, notamment Christer qui verrait ça presque d'un bon oeil. Parce que Christer commence à moins en moins à cautionner ce projet. À l'origine, justement, Christer cautionnait ce projet pour ce côté nord-américain. Ce côté nord-américain, ce côté qui plaisait bien à l'INEK, donc le patron de chez Christer. Et finalement, ce projet commence vraiment à devenir une pantalonnade pour Christer. À 6 mois du début de la saison, on a presque plus rien. Plus d'argent en tout cas, une voiture, mais plus d'argent. Mauro Forgieri, ici, va activer en urgence ses réseaux, notamment Carlo Patoloco, qui est un de ses amis, qui est le vice-président du MEDEF italien de la Confindustria. Chercher des gens parmi ses connaissances qu'il avait à l'époque de chez Ferrari, parce que bon, outre effectivement ses amis de chez Ferrari, par exemple Odetto, et tous les gens qu'il a amenés chez Lamborghini, il a aussi également pas mal de connaissances au niveau justement de la région moderne, l'industrie. Donc ici, il va aller chercher avec Patoloco des partenaires et va l'être en moins de 3 mois le Team Modena, puisque Lamborghini ne veut désormais plus du tout, Chrysler donc ne veut plus du tout entendre chez Lamborghini d'équipe de F1. Ça a assez duré, donc il décide de dire à Forgieri, maintenant c'est bon, on va fondre tout ça. Lamborghini et Lamborghini Engineering sont fusionnés. Vous n'avez plus votre mot à dire. Je vous mets en haut, vous êtes le boss. Vous êtes simplement le boss. Mais c'est plus vous que vous occupez de dessiner la voiture, de gérer tout ça sur le terrain. Vous déléguez à d'autres personnes. Donc cette équipe, elle est déléguée, les personnels, en fait, ils refont une autre équipe 3 mois avant le début de saison. Il faut trouver des pilotes, et des pilotes étaient candidats. Il y avait sur Mauro Baldi, mais Mauro Baldi, il n'a pas piloté depuis 86, donc c'est quand même compliqué. Larini est débarqué de chez Ligier. Donc Larini va devenir pilote chez Lamborghini, mais pilote qui apportera de l'argent, des budgets, donc ici, bien sûr, va venir Eric Van Deppel, pilote belge. Eric Van Deppel, pilote belge, ami personnel de Thierry Boutsen. Pas un mauvais pilote, un bon pilote assez doué d'ailleurs, qui ici arrive avec des sponsors belges. Il y aura des sponsors belges, ce qui va donc permettre à l'écurie de pouvoir avoir le premier Grand Prix de la saison à Phoenix, où, au miracle, non seulement la voiture de Larini va réussir à passer les préqualifications, elle va se qualifier 17ème, ce qui est pas si mauvais que ça, et elle va terminer le Grand Prix 7ème. Mais ce qui se passe, c'est que Patruco a réussi à réunir un petit peu de budget, mais très loin des 20 millions que González Luna a apporté. Le budget de l'équipe Forgieri Speak était environ à 6-7 millions, ce qui est peu. Bon, les plus mauvaises écuries Colony, par exemple, tournent environ en 2 millions.
Mais c'est le budget à peu près d'une écurie comme Minardi. C'est-à-dire que c'est vraiment un tout petit budget. S'ils ne trouvent pas de budget, la voiture ne va pas être développée. Et c'est ce qui malheureusement 91 va arriver. La voiture, elle est développée en début de saison, mais elle est plus du tout développée. À partir de Monaco, quasiment, elle est plus développée. Mais vous allez voir, juste avant, au Grand Prix d'Imola, un miracle, un quasi-miracle aura réussi à se produire. Ce qui aurait pu être vraiment un miracle. Et sauver l'équipe, en fait, va se révéler être le point de rupture dans son équipe. Le Grand Prix de Saint-Marin 1991 est un Grand Prix très particulier. Parce qu'en fait, tout simplement, déjà on court à domicile. On court tout près de Modène. Ici, ça va vraiment permettre de glaner les gros sponsors qui permettraient à l'équipe de vraiment de pouvoir développer. Puisque l'équipe a un double problème. Un, on a épuisé le budget. Et deux, on a un pilote qui est trop grand. En fait, Eric Van de Poel mesure près d'1m85 et la voiture a été conçue pour Giovanni Aloi. Giovanni Aloi, c'est un pilote qui mesure environ 1m60. Bref, vous comprenez le problème. Mais on n'a pas le budget pour refaire une coque totalement refaite, pensée pour Van de Poel. Il doit donc s'adapter à la voiture, Van de Poel. Ainsi, à Phoenix, il est éliminé à Interlagos également. Et au miracle, il se qualifie ici à Imola, 17ème. Donc 9 places devant le 26e et dernier qualifié. Plus de 10 places devant son coéquipier Larini qui se foire totalement. Mais on n'a donc pas le budget pour lui adapter sa voiture. Et en plus, autre problème, le nez est pas assez héros, ils s'en sont rendus compte au Brésil. Et d'autre part, les pontons causent de gros problèmes de refroidissement. Les pontons étaient certes audacieux, mais en fait, ils sont pas pensés pour le refroidissement du moteur Lamborghini. Le moteur Lamborghini demande beaucoup de refroidissement. Ces radiateurs placés, incurvés et en diagonale, en fait, ils causent des problèmes de refroidissement. De gros problèmes. Donc les moteurs, ils cassent comme du verre. Ils surchauffent et ils cassent comme du verre. Ça va être un des gros problèmes, ça va plomber dans le budget d'équipe. Malheureusement, qui est d'ailleurs pas extensible. Des sponsors sont venus, mais peut-être pas en assez grosse quantité à ce moment-là, pour permettre à l'équipe de progresser comme elle aurait dû progresser. Et c'est extrêmement frustrant, et Forgery commence à le faire savoir que ça devient vraiment frustrant pour eux. Ils ont l'impression de ne pas avancer. Et pourtant, ce Grand Prix, comme j'explique, où Van de Poel se qualifie 17ème, c'est un quasi-miracle déjà pour eux, et ça va le devenir en course. Sauf que, ici, l'ingénieur préposé en remplissage d'essence calcule mal les quantités. Il calcule mal les quantités parce que, effectivement, un énorme orage, ça va juste avant le départ, un improviste en fait les frais, se vire directement dès le tour de formation. Ferrari, au bout de 3 tours, il n'y a plus de Ferrari en course. Allez-y, également se vire. Voilà. C'est un carnage au départ, c'est une véritable hécatombe, ce qui permet justement à Van de Poel, par une course très intelligente, de remonter. Puis ensuite, il va mettre des pneus très durs une fois que la pluie s'est arrêtée, pour aller jusqu'au bout sans s'arrêter, sans ravitailler. Mais, en fin de course, en fait, les vitesses de la voiture commencent à avoir des ratés, donc il va ralentir, mais pas assez. Il va pas ralentir assez, d'autant qu'en plus derrière il est menacé par les Lotus derrière, qui voudraient bien aller chercher des points également. Lotus, ancien client de Lamborghini, qui donc voudrait bien prendre sa revanche de Lamborghini. Mais, à 2 tours de la fin, le moteur commence à octer et à réellement perdre de la puissance. Van de Poel commence vraiment à faire part à Sarado de ce problème. Tout simplement, en fait, les quantités d'essence ont été mal calculées, puisqu'on n'a pas pensé qu'en fait la course se déroulerait en grande partie sur le sec, et on pensait que la course se déroulerait sous la pluie. Donc on avait baissé effectivement à peu près 10 litres les quantités d'essence au sein de la voiture. Voilà. Donc, ici, dans le dernier tour, Van de Poel tombe en panne. Il demande à Forgery, mais qu'est-ce que je peux faire? Elle lui explique simplement de pleurer. Et effectivement, l'équipe peut pleurer. L'équipe a loupé sa plus grosse opportunité. Imaginez-vous, Lamborghini, et je pense que j'en ferai un essai dessus. Lamborghini aurait marqué 2 points, mais Lamborghini, ils étaient dans le top 10 du championnat. Déjà, c'était plus de préqualification en 92. C'était les transports, le fret gratuit, les droits télé qui tombaient pour l'équipe. Donc c'était des revenus supplémentaires, ça faisait un budget pour la saison, ça permettait de sauver la saison. Et par exemple, c'est ce qui va sauver, par exemple, Jordan, concurrent principal de Lamborghini dans les écuries débutantes. Jordan sera sauvé grâce à sa saison 91, grâce aux droits télé, à Bernie Ecclestone qui permettra en 92, dans une saison extrêmement difficile, dont je vous parlerai dans le prochain numéro, de survivre.
Malheureusement, donc, l'écurie Lamborghini, elle, non, ça sera pas le cas. L'écurie Lamborghini, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, après cette course, Forgieri pète une énorme durite à l'usine. Dans l'article d'Autosprint expliqué, il met une durite monumentale à l'usine. Il vire sur le champ le proposeur ravitaillement. Il défonce son collègue Boletta, qui s'est occupé des calculs. Il entre dans une colère noire parce que il se rend quand même compte de ce qui est arrivé. La suite de la saison, ça sera une succession de non-qualifications, de non-préqualifications. Van de Poel ne se qualifiera plus jamais pour cette voiture. Van de Poel, en fait, ça sera le pompier de service puisqu'il a ensuite couru chez Brabham. Larini va réussir à se qualifier quelques fois, mais c'est pour terminer à 5 tours au Grand Prix de Hongrie. Se qualifier en Australie, dernier, ou quasiment dernier, et se faire éclater au bout de 6 tours. Voilà, ce sont des courses désastreuses. Quand il termine les courses, c'est très loin. Ou alors moteur casse, les moteurs cassent comme du verre. C'est donc une saison absolument catastrophique qui décide donc Chrysler de stopper les frais. Chrysler au Grand Prix d'Espagne dissout Lamborghini Engineering dans Lamborghini, tout simplement dans la marque Lamborghini, redissout ça, il vire tout le monde, Odetto, tout le monde y passe. Francis Castin prend la place de Odetto et de Forgieri. Forgieri a dégagé depuis très longtemps, donc c'est la fin de l'aventure de la Formule 1 pour Forgieri, de Maynard Peters, 30 ans après l'avoir débuté, de manière assez inattendue chez Ferrari. Là, il est définitivement mis dehors de la Formule 1. Il va aller travailler chez Bugatti, qui est également donc une branche, une marque en renaissance. Donc, il donnera le dessinateur de l'EB10, de l'EB110 et le l'EB112 chez Bugatti. Il va créer Oral, qui travaillera avec d'autres écuries de Formule 1. Mais c'est donc la fin de l'aventure pour Forgieri en Formule 1. Lamborghini, eux, vont continuer encore 2 ans, donc en 92 avec Minardi pour faire une autre alliance italienne, et avec l'écurie Larousse qui retrouve son moteur Lamborghini puisqu'ils étaient partenaires privilégiés. Puis ensuite en 93 où ils seront simplement sponsors de l'écurie Larousse pour aller convoiter McLaren. McLaren, en fait, il devait y avoir un échange à cette époque entre Larousse qui devenait l'écurie officielle de Peugeot Formule 1 et l'écurie McLaren qui était sponsorisée par le V12 qui avait donné satisfaction à Ayrton Senna et à Mika Häkkinen. Mais malheureusement cela ne se passera pas puisque en fait Larousse sera cocufié par Peugeot qui ira avec McLaren et récupérera le moteur Ford de McLaren pour couler finalement fin 94. N'ayant jamais pu éponger les dettes de Lamborghini et de Ford ensuite. Voilà. Maintenant on va faire une petite analyse pour revenir, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré, qu'est-ce qui aurait pu être fait, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré, qu'est-ce que ça aurait pu donner, mais comme je vous dis, je pense que je ferai un jour un SI sur cette équipe. Avec le temps, on peut m'attendre à analyser tout ça, de voir qu'est-ce qui a cloché, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qui a fait que Forgieri a aussi piteusement fini sa carrière, puisque Forgieri viré comme un malpropre, viré comme un simple ingénieur chez ATS, sachant que c'était l'écurie, les ingénieurs faisaient 2 jours en gros. Voilà, c'est vraiment la preuve non plus d'un déclin, mais d'une vraie chute, d'une gamelle, d'un gadin. Comme Lamborghini, en 91, Lamborghini se sont pris les pieds dans le tapis de manière monumentale. Et donc, mais qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer? Comment ils auraient pu s'y prendre pour mieux que ça s'y passe? Mes premières hypothèses, je ne comprends pas qu'elle n'ait pas été abordée à cette époque. Racheter une écurie. Pourquoi? Ils n'ont pas tenté, simplement. En fait, ils auraient pu arriver avec la Modena, la L291, et faire, on a une voiture, nous, on a une équipe, on fusionne. Par exemple, Colony qui sortait d'une saison absolument pourrie, mais plus que pourrie, avec un moteur Subaru qui avait été construit par Carlo Citti avec les pieds. Ils auraient pu fusionner avec Colony, filer la voiture avec Colony qui en 1900 avait tellement épuisé de budget à améliorer ce moteur Subaru et à améliorer cette catastrophe qui était leur voiture qu'ils en étaient réunis en 91 à aller demander aux étudiants en Master 2 de l'université de Perugia de dessiner la voiture. Là ils avaient une voiture qui était clé en main, ils pouvaient mettre 2 pilotes, ils pouvaient mettre par exemple en premier pilote Larini qui est italien qui avait déjà piloté pour eux, qui est un pilote historique de chez Colony, et Chavez en second pilote. Chavez ainsi pouvait apprendre avec Nicolas Larini qui était un spécialiste du fond midfield, notamment avec Ozella puis Ligier. Ils avaient quelqu'un qui pouvait aider Pedro Chavez à progresser. Une voiture, la L291, qui avait un vrai potentiel.
un moteur Lamborghini qui avait prouvé qu'il était performant. Bref, une super alliance entre deux équipes qui se sont entretuées pour la 26e place, voire Colony tentait même d'être dans les 30. Colony, c'est quand même un record. 50 non-préqualifications, non-qualifications, 5 ans de F1. C'est l'un des pires bilans de l'histoire de la F1. Lamborghini, c'est un beau massacre, également. Ce qui s'est passé donc dans l'arrêté, c'est quelque chose qui aurait pu ne pas se passer. Si Jack Cotton avait été un peu plus intelligent. Un moteur performant, puisque le moteur Lamborghini était quand même performant, il sortait d'une belle saison. Il sortait quand même de la saison 1990, où ils avaient quand même réussi un podium un peu chanceux avec Suzuki. Ils avaient quand même réussi un meilleur tour en course avec Eric Bernard. C'était une superbe année. Il y avait vraiment un moteur qui avait du potentiel. La voiture elle-même avait du potentiel. La L291, comme explique Ford Jerry, comme expliquent les ingénieurs, la L291 c'était un moteur avec un vrai potentiel, comme je vous expliquais. Audacieuse, avec des pontons triangulaires, parce que Ford Jerry avait réfléchi et pensait que des pontons triangulaires avec des radiateurs inclinés seraient meilleurs pour le refroidissement du moteur Lamborghini, qui effectivement était un moteur qui demandait beaucoup de refroidissement, du fait sur un V12, mais également pour une amélioration de l'aérodynamique, ce qui au final en 91 a quand même été pas une si mauvaise idée, puisque en 91 ils sont quand même qualifiés dans un milieu très concurrentiel avec absolument aucun moyen. Mais ici, je pense que cette voiture avec une belle livrée bleue, matinée un petit peu de violet et de rouge, aurait pu encore mieux faire si par exemple, quand je vous explique, il s'était allié avec Colony par exemple. C'était une équipe aussi avec un vrai passé, des gens professionnels, mais avec un manque de moyens absolument criant, ce qui permettait à une écurie donc d'avoir une voiture performante et à l'autre écurie de gérer un projet intéressant avec certes un peu plus de budget. Parce que là, effectivement, dans ces deux cas, elles se sont un peu auto-massacrées en n'ayant absolument aucun budget et en persistant dans l'erreur. Voilà. Un peu ce que ferait Minardi d'ailleurs en 92, en allant chercher Lamborghini, et malgré des gens très professionnels, commettra cette erreur avec un moteur qui ne sera pas adapté à la voiture et une voiture ratée. Pour maintenant avec AlphaTauri, c'est vraiment le genre ultra pro. Ou alors, par exemple, reprendre Live. Mais là, Live, c'était beaucoup plus compliqué. Live, c'est un vrai désastre. Ou s'allier avec une écurie comme Krypton, comme Ilvaron Rampante, par exemple, en Formule 3000, et monter une écurie de Formule 1. Il y avait cette possibilité, donc, de racheter quelque chose et monter une écurie. Avec l'argent de cette écurie, d'avoir un peu plus de budget. C'était d'ailleurs l'idée qui avait été faite justement avec Gias, puisqu'ils avaient récupéré le projet Gias pour l'adapter en Italie. Pourquoi avoir fait confiance à González Luna totalement? Pourquoi ne pas avoir pris l'idée de se dire, on va faire deux entités, vraiment, avec qui auront chacun de leur côté chercher les sponsors. Les Mexicains apportent du fric, nous, on apporte du fric aussi. On fait une écurie comme ça qui est un petit peu plus riche, mais qui, comme ça, en cas d'accident, en cas de couille, ce qui est arrivé donc, peut avoir les reins assez solides pour poursuivre. Là, justement, clairement, le départ de González Luna des Mexicains, ça a été fatal à l'équipe. Avant même, c'est pour ça que certains ne voulaient même pas débuter la saison, puisqu'ils savaient que l'écurie ne risquait de ne pas aller au bout de la saison. Et par exemple, on l'a vu à la même année avec, comme il explique très bien dans son livre The Independent, Eddie Jordan. Eddie Jordan, il avait budgété, lui qui était à l'ancien banquier, il avait budgété l'argent pour débuter la saison, il avait trouvé 7-Up qui était, et Fujifilm qui étaient des gros sponsors. Malheureusement, donc, en 92, il fait un accord avec Yamaha, ça serait une croûte complète au niveau du moteur, la voiture a à peine pu bouger parce que tout simplement, il explique, lui, il avait un budget qui était environ de 8, il en a cramé 7. Et en fin de saison, c'est pour ça qu'il va faire l'appel à des pilotes payants parce qu'il a cramé son budget. Le budget, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est entre 1987 et 92, la crise japonaise, dont je vous parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo consacrée à cette crise qui a failli tuer la Formule 1, puisque l'intersaison 92-93 a failli tuer la Formule 1 tout simplement, quasiment. Les petites écuries sont tombées comme des mouches. Là, ici, en fait, le budget, il a plus que doublé, il a pris 3 ou 4 fois. En fait, le budget, il est passé de 14 millions environ, pour Brabham, de sources sûres, à environ 30 millions pour une bonne équipe. 30 millions, 30, 35, 40, peut-être 40, 50 millions pour les bonnes équipes. C'était déjà gros, en dollars. Et là, l'écurie se pointe avec un budget de 7-8 millions. C'est vraiment trop petit pour pouvoir espérer faire quelque chose. Voilà. Donc, il y avait cette solution. Ensuite, pourquoi avoir totalement donné rien à Ford Jerry? Cette équipe, elle était totalement centralisée autour de Ford Jerry. C'est une absurdité. On ne concevait déjà plus une équipe en 91 totalement centrée sur une personne. On faisait une équipe, c'était comme une agence d'architecture. Je mets un designer,
Je mets des gens autour de lui pour gérer les différents secteurs. Je mets un directeur technique, si possible, issu de la compétition, qui peut quand même s'y connaître un peu, c'est-à-dire quelqu'un donc, qui est directeur sportif, qui s'y connaît un petit peu, un ancien pilote notamment, un manager qui est quelqu'un qui est financier, qui peut gérer le management. Là, en fait, c'est un projet Forgery. Forgery, il était connu pour ses travers. Notamment, il était parti de chez Ferrari à cause de ça également. Il fallait mettre quelqu'un à côté. Il fallait faire quelqu'un. Il y avait bien Odetto, mais bon, Odetto et Forgery, ils ont fait leur classe ensemble. Il fallait. Bon, c'est mieux ça. Il fallait, par exemple, pareil, la boîte de vitesse, on aurait pu se fournir chez quelqu'un d'autre. L'électronique, on savait que chez Manetti Merali, c'était pas forcément ça. Et par exemple, Larousse, ils avaient eu des gros problèmes avec ça. On connaissait les problèmes, notamment via l'expérience avec Larousse. Pourquoi on n'a pas tenté de résoudre ça, par exemple? C'est malheureux, donc. Et c'est qu'une analyse rapide que je vous livre. Parce que par contre, concernant les pilotes, par exemple, on a fait un bon choix. On a mis Larini, qui est quelqu'un qui avait un bon petit coup de volant, et Van de Poel également. Van de Poel, la formule de promotion, il n'avait pas été ridicule, le pilote belge. C'est quelqu'un qui avait quand même beaucoup. On aurait pu aussi, par exemple, penser à Tarquini, comme pilote, par exemple. Tarquini, il aurait pu être bien dans cette voiture aussi. Tarquini, c'était quelqu'un qui était armé au Roberto Moreno. Roberto Moreno, le roi des poubelles. On mettait Roberto Moreno, le roi des camions poubelles. Ils avaient un duo de choc. Pour conclure, en fait, ça aurait été une suite vraiment de petites choses. Comme je vous l'aurais expliqué Mauro Forgieri, comme il l'explique dans le podcast qu'il a livré assez récemment à F1, à Formula One, et à Davide Saiolo, justement, un journaliste italien. C'était vraiment une suite de petites choses, de non-dits, d'une guerre interne. Une guerre interne entre le côté Chrysler qui voulait absolument reprendre la main, qui m'a viré pour mettre Francis Castin finalement à la place. Et des gens, en fait, on était peut-être trop jeunes, pour beaucoup de personnes, peut-être trop jeunes. Moi, j'étais en fin de carrière, j'aurais bien voulu continuer un petit peu. Vous voyez, c'était un projet qui m'avait motivé à la sortie de Ferrari, parce que c'était compliqué. Voilà, en fait, Enzo, pour moi, c'était un second papa. Donc, c'était compliqué pour moi. Là, Emilio et Daniele m'avaient relancé chez Lamborghini, et ça se passait pas trop mal, puisque vous vous rendez compte, effectivement, qu'avec la Rousse, on avait réussi un truc vraiment bien en 90. On avait un bon moteur, il y avait une voiture intéressante, mais effectivement, c'était une suite de non-dits, de petites erreurs de notre part, d'un manque de budget, d'un manque d'implication qui a fait que cela a scellé ma carrière. Ensuite, effectivement, j'ai monté oral, mais c'est plus la même chose. Moi, personnellement, j'aurais peut-être voulu effectivement finir ma carrière chez Minardi, par exemple, ou chez Dallara, chez Scuderia Italia. Ça m'aurait motivé. Ou comme consultant. J'ai été consultant pour quelques équipes, notamment pour mon ami Gianpaolo Dallara, mais ce n'était plus la même chose. Effectivement, il m'a dit à conclure cette vidéo, et vous l'entendez effectivement à la voix. Pour moi, c'était un énorme effort d'enregistrer 45 minutes assez clair de vidéo, pas mal de grog, de thé, de médoc pour faire passer ça, parce que ça fait 1 mois et demi que je traîne une espèce de crève. C'est pas du Covid, c'est une espèce de crève. Donc c'est compliqué pour moi de parler correctement. Je voulais juste vous faire l'annonce que je viens de faire l'acquisition d'un micro qui arrive donc cette semaine. Donc c'était la dernière vidéo enregistrée sur le micro de mon ordinateur avec ce son merde. Et je tenais aussi à vous faire un peu de publicité. Voilà, je vous fais un petit peu de publicité. Donc je vous fais de la publicité pour ce qui m'a servi principalement de source. Jean-Michel Wallot, donc un Québécois qui a travaillé dans le milieu du sport automobile, qui partage pas mal d'archives des années 80, 90, donc l'âge d'or de ma génération à moi, c'est-à-dire que moi qui suis né en 86, c'est mon enfance. Des grilles à 26 voitures, des vrais grands prix, pas des merdes comme à Abu Dhabi. Jean-Michel nous a vraiment un panorama très intéressant sur ce sport automobile de cette époque-là. Et la seconde chaîne, la chicane, justement, donc je me suis inspiré pour notamment avec Autosprint et Pole Position pour le projet GIAS. Mais ce n'est pas le seul projet qui nous fait partager sur la chicane. Il y a également la Ford 100 qui est le dernier projet sorti, et divers projets, un peu comme chez Goodstone, qui ont été des échecs. Et c'est expliqué de manière très bien. Bon, le son est comme moi, pas génial, mais je vous invite à vraiment voir ces deux chaînes, elles sont très intéressantes. Donc c'était Lionel de la chaîne CycloGP. Bonne soirée et au revoir. Pensez à vous abonner, c'est toujours sympa, à mettre un petit like, partagez bien sûr, à commenter. Et moi, je pense que je vais me soigner et ça fera pas de mal. Et la prochaine vidéo portera, je sais pas, soit sur Rick Mears, soit sur Mauricio Gugelmin, et ce sera donc le premier épisode de la série Trajectoire brisée.